très heureuse, d'être, parmi vous, en cette fin de matinée de dimanche de municipal pour, vous parler d'une de mes passions, parce que j'en ai plusieurs, mais, à la fois de costumes et de Game of Thrones. J'ai intitulé ma présentation, «Vêtir les princes», mais on va pas forcément parler, hein, que, des princes, mais, c'est, une idée qui va, jalonner, ma présentation. Alors pour, en dire, un petit peu plus, sur moi, donc je suis, docteure en histoire moderne, donc, ma spécialité, c'est, pas du tout le Moyen Âge, mais ça tombe bien puisque Game of Thrones, c'est pas non plus du Moyen Âge, donc, on va dire que c'est pas bien gênant et je travaille, plus particulièrement sur, la construction, du corps. Moi, je m'intéresse aux costumes, non pas, pour les tissus, bien que j'aime bien, hein, c'est pas un problème, mais, ce qui m'intéresse, c'est la question de la silhouette et de la construction, corporelle. Ce qu'on va, montrer, à à ceux qu'on rencontre, aux gens qu'on a en face de soi. Et du coup, alors voilà, forcément, j'ai fait un petit pas en arrière parce que j'ai voulu appuyer, sur, la flèche pour aller dans mon slide, mais non, ce n'est pas comme dans la vraie vie. Hem, donc je j'ai publié, un bouquin, sur, l'histoire de la mode, qui, balaye du 14e au 21e siècle, aux éditions, Parigramme. Alors, Paris, figure de mode, mais c'est pas que Paris, hein, puisque de toute façon, c'est, la mode occidentale, qui est vue au travers du prisme parisien. Donc ça, c'est pour la partie, «sérieuse» entre guillemets, mais comme j'aime bien, m'amuser aussi, et que, bah, je suis geek, hein, donc c'est pour ça, que je suis, parmi vous avec grand plaisir aujourd'hui. J'ai, participé au livre, Pop Armes avec, Nicolas, donc qui a parlé hier, des armes dans les films, qui est le fruit donc d'une exposition qu'on a fait au château de Morges en Suisse, qui confrontait donc la culture matérielle, armes, armures et costumes, heu, historiques avec, les, univers fantastiques. Donc voilà pour, brosser un petit peu, mon mon parcours, jusqu'à vous. Et donc je vous disais que ce qui m'intéresse, dans, le vêtement, c'est, que c'est finalement le premier discours qu'on fait quand on apparaît face à quelqu'un. Alors là, d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on a des avatars et on a construit, chacun son propre avatar. Heu, Certains l'auront fait peut-être ressemblant extrêmement à leur image, d'autres peut-être complètement différents et ressemblant à ce qu'ils aimeraient présenter, à quelqu'un, en s'adressant à lui. Donc ce petit prisme de l'avatar montre combien en fait, le vêtement, signifie des choses pour la personne. On va, y signifier son âge, on va y parler de son statut social, de son objectif social, hein, dans le sens où, on a tous, un but dans la vie, un but personnel, un but social et le vêtement va parler de ça. Ça va parler aussi du lieu où on est, du lieu où l'on va et à quel moment on y va ou on y est. Parce qu'on va pas s'habiller pareil, que ce soit, le dimanche matin, pour aller voter ou le samedi soir pour aller en soirée, par exemple. Donc le vêtement va parler de nous à un moment précis et il va parler de nous aussi au sens de nos croyances. On sait que, on peut exprimer, ses croyances, ses traditions, au travers, des vêtements et puis enfin, bah, nos goûts personnels parce que, bien que, l'ordre social nous «impose» entre guillemets, des choses, on va y glisser ce qui fait, notre individualité, notre propre personne. Donc en fait, il s'agit d'une culture vestimentaire, hein, qui vraiment, nous construit, s'impose, à nous et dans laquelle on est, bah, tenu d'évoluer, hein, soit en y adhérant, soit en, s'y opposant en quelque sorte, et étant, borderline, on va dire, dans l'apparence, ça se fait aussi et c'est aussi un discours. Et si ça vaut dans la vraie vie et ben, on peut dire que ça vaut aussi dans la fiction. Parce que, si dans un univers de fiction, on ne crée pas une culture vestimentaire, crédible, eh bien, l'univers ne va pas être crédible. Et c'est, ce qui fait, un des points forts de Game of Thrones, pour moi, c'est, la 1re série,
Je dis bien série parce qu'on pourrait discuter de cinéma, mais la première série, dans un univers fantastique où il y a, la création d'une véritable culture vestimentaire qui va nous permettre d'aborder, eh bien, les différentes personnalités culturelles qu'on va pouvoir croiser. Donc ça, c'est très, très important, dans, le regard qu'on peut porter sur le costume dans Game of Thrones. Donc forcément, beh, voilà, si on veut créer, cette, culture, vestimentaire, le, vêtement va faire partie des éléments fondateurs pour, chaque personnage. C'est grâce à, une des stars de la série, hein, Michelle Clapton, qui est, la designer, de toutes les tenues, heu, qu'on voit, à l'écran, qui a travaillé avec Michel Carreger, pour, les broderies on a vraiment, là, une personne très versée dans la culture patrimoniale qui a fait une recherche de manière à, imprimer cet, effet, culturel sur, sur chacune des terres, on va dire, mises, à l'écran, dans Game of Thrones. Elle a d'ailleurs été récompensée, hein, par, plusieurs, Emmy Awards et puis, elle a fait, elle a travaillé sur un livre qui est sorti en fin d'année dernière, aux USA. Hem donc c'est quelqu'un, voilà, vous l'aurez compris que je respecte, beaucoup, pour, le travail qu'elle a fait quand on voit, en fait, dans le détail à quel point, elle a poussé, le la recherche, à la fois au niveau, des dessins qu'elle a faits, des concepts, hein, qu'elle a créés puisqu'elle en a dessiné, des tonnes. Par exemple, des costumes de Cersei qui n'ont pas été, tous réalisés ou tous réalisés tels quels. Et quand on voit les costumes pour de vrai, puisque moi j'ai eu la chance, d'aller, à Paris voir, une exposition sur les costumes de Game of Thrones, eh bien on voit, à quel point, pour de vrai, ce sont pas des déguisements, ce sont des costumes, ce sont des vêtements en fait et à quel point, chaque détail est soigné, tous les matériaux, la moindre broderie, les bijoux et cetera. C'est pas du toc, comme on dit, mais c'est vraiment du vrai, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, Michel Clapton anime, hein, des workshops dans, des écoles, de stylisme pour, travailler justement, sur son travail à elle, sur les sources qu'elle a utilisées faire, bah, voilà, réfléchir, les étudiants, à proposer, parfois des réinterprétations. On en voit ici, hein, le fruit des fiches de travail, des réinterprétations des costumes elle a fait pour les personnages. Donc, pour, structurer un petit peu, mon discours, je vous propose, d'aborder, cette question, des costumes, de Game of Thrones, dont on pourrait parler, des jours, entiers, enfin, au moins pour ma part. Premièrement, de voir, bah, voilà, un peu l'origine historique, des différents costumes, hein, en passant, de l'histoire à la fiction et en essayant de voir, bah, est-ce que c'est, du médiéval fantastique? Qu'est-ce que c'est, au juste? Ensuite, eh bien, d'aborder, la question, de l'opposition entre le corps nature et la silhouette culture, pour montrer comment en fait, on construit, l'être civilisé, bah, qu'on est, nous déjà, et puis qu'on veut, porter à l'écran. Et je finirai, avec, un de mes une petite gourmandise, pour moi, parce que je suis fan de corsets. J'étudie, leur histoire et leur place, dans la construction corporelle justement vous verrez pourquoi je l'appelle mon meilleur ennemi. Alors, de l'histoire à la fiction, quelle origine, historique ont les costumes de Game of Thrones? Alors forcément, vous imaginez bien que, ça pourrait, vraiment faire l'objet, d'une conférence, en soi, au moins. Mais, je propose un panorama, rapide mon but, c'est de vous montrer que finalement, cette série qu'on dit médiévale fantastique, puisque si finalement on demande aux gens à quelle époque vous mettriez, l'univers de Game of Thrones? On dira: «Ah, un Moyen Âge fantasmé» et ben, ça en est pas vraiment une et c'est pas si simple. En fait, si on regarde bien, il faut remonter, avant le Moyen Âge, hein, puisque, ça commence, au moins dès l'Antiquité
et on pourrait même, parler, des sauvageons, on en parlera plus tard, sur un autre point, mais des fourrures et cetera. Mais au niveau de ce qu'est, le costume et la tenue qu'on va avoir, au cœur, de la société, on remonte jusqu'à l'Antiquité puisqu'on voit que, des femmes légères sont, vêtues de manière aussi, légère que leurs mœurs, si on peut dire, et on le voit bien au travers des personnages de Ross et de Shae, hein, à plusieurs reprises dans la saison, à quel point, en fait, leurs costumes rappellent les voiles, des statues antiques, hein. Ici, on a un buste de femme, à Rome qui date du 3e, 4e siècle environ, et on voit bien l'inspiration, qui, a porté, Michel Clapton, dans ses designs. Mais pas seulement, puisque, on peut aussi se tourner vers, les préraphaélites et la vision, qu'ils ont donnée, de cette antiquité fantasmée avec, des tenues drapées, très légers et une certaine lascivité qui va correspondre justement aux personnages de, ces femmes légères, qui sont, à Westeros. Donc on voit bien que, dans ces costumes, on est très loin, du Moyen Âge. Mais si on dit médiéval, fantastique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que on trouve aussi dans Game of Thrones une mode médiévale fantasmée. Et si on regarde ne serait-ce que le personnage, de Cersei, eh bien on se rend compte à quel point, sa silhouette, et là on en revient bien à cette question, de silhouette, correspond à l'image des princesses de ce Moyen Âge fantasmé, et là on est toujours chez les préraphaélites, hein, et ces peintures de princesses médiévales, qui parlent à leurs proches chevaliers. Vous voyez, une constante, une longue chevelure, blonde, ondulée, un corps élancé, une robe ample, très, longiligne et fluide avec des grandes manches, qui pendent et qui, du coup encadrent élégamment la silhouette, et c'est, vraiment, ce corps-là, cette image-là qu'on a, chez, Cersei, tout du moins dans, la on va dire, la première partie, de la série, puisque après on verra, comment elle évolue. Mais on voit bien qu'est-ce qui peut nous faire penser à du médiéval, d'autant que, si on regarde certains personnages, moins présents, sur les écrans, peuvent parfois cacher, dans le fond, d'une pièce sombre, et je pense ici, à Joyeuse Frey, mon Dieu, Joyeuse, qu'elle porte mal son prénom, cette pauvre épouse de Walder Frey, mais on la voit ici, bel et bien porter, un bliot, du XIIe siècle, comme on le voit, sur la miniature, qui est à côté. Donc on voit, des manches pendantes, un corps, très ajusté, une espèce de petite coiffe sur les cheveux, et on se rend bien compte que, ce Moyen Âge fantasmé, qu'il le soit, au XXIe siècle ou au XIXe siècle, eh bien on a, les inspirations directement sous les yeux. Et un autre élément, historique, hein, qu'on va retrouver, utilisé, dans Game of Thrones, c'est, ce fameux touret porté par Olenna Tyrell. Donc le touret, c'est, cette escoiffe en forme de «couronne» entre guillemets, qui est fait, de textile, qui, est souvent retenue, par, une bande de tissu qui passe en guimpe sous le menton, et on voit bien, sur la miniature du XIIIe à côté, à quel point on est, dans, l'interprétation, hein, de cet élément historique, et ça va très bien à Olenna Tyrell parce que, justement, Olenna Tyrell est un personnage, digne, elle a un certain âge, et en se coiffant de la sorte, elle impose en fait cette dignité au regard, de d'autrui. On Sa coiffe montre qu'elle s'habille avec décence, qu'elle se couvre la gorge, qu'elle encadre son visage, elle cache ses cheveux, elle, s'impose comme une dame digne et «de bonne civilité» entre guillemets. Mais c'est pas une mode, uniquement médiévale, je l'ai dit, au début, parce que, on peut aller chercher, d'autres influences
plus avant dans l'histoire, «proche de nous» entre guillemets, et par exemple, au début du, XVIIe siècle. Ici, on voit, Marjorie et Cersei dans, des robes avec des encolures, un petit peu particulières qui font des espèces d'entonnoirs pour, encadrer le visage et surtout, celle de Marjorie, moi, quand j'ai vu à l'écran, ça m'a un petit peu fait tilter. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre?» et en fait, Michel Clapton donc a dit qu'elle avait, utilisé, qu'elle s'était inspirée de McQueen, hein, du créateur de mode Alexander McQueen et de ce qu'il avait fait pour Björk pour créer cette tenue régalienne, hein, puisque là on est vraiment sur des tenues royales, princières. Et en fait, on sait que Alexander McQueen, lui, s'inspire beaucoup de l'histoire pour ses propres créations. Et si vous regardez en fait les encolures des années 1660, à la fois sur un corps de robe en soie qui est conservé à Londres et la peinture qui est à droite de l'écran, eh bien, on s'aperçoit que cette encolure en forme d'entonnoir, eh bien, elle existe dès la période moderne, et c'est quelque chose sur lequel Michel Clapton pourra s'être basé pour faire ses réinterprétations propres. Alors, on a parlé des dames, mais messieurs, il y en a présents dans la salle. Je sais que vous aimez certainement, vous aussi, vous habiller et être à la mode et être élégant et dire des choses au travers de votre propre apparence. Et dans Game of Thrones, eh ben, c'est la même chose. Il n'y a pas que les dames, les jeunes filles qui sont bien habillées. Les hommes ne sont pas en reste. Et on trouve aussi donc, certes, des inspirations médiévales, mais également une forte présence de la modernité dans la coupe de leurs vêtements. Alors si on peut rejoindre les coupes du XIVe siècle avec les cotehardis, donc que vous avez à gauche sur votre écran, cette miniature avec, on voit cette cotehardie en orange hein, qui juponne sur les cuisses. Ça peut rappeler le pourpoint ou la veste portée par Geoffrey. Et sur l'image du bas hein, de Geoffrey, on voit qu'il a par-dessus ce pourpoint un espèce de saillon, une espèce de surveste qui pourrait rappeler les houppelandes courtes portées au XVe siècle et à la limite dans la version heu, on va dire, idéalisée, donnée, par exemple par Viollet-le-Duc, comme vous le voyez, avec des manches qui tombent et une cambrure de corps qui est destinée donc à mettre en valeur, la prestance, du porteur, hein. C'est vraiment, là l'objectif. Mais en fait, moi je dis plus modernes que médiévaux parce que finalement, ces tenues, de Westeros, me font, bien plus penser aux mousquetaires que, à des personnages, issus du Moyen Âge. Et j'en veux pour preuve, bah, voilà, les justes au corps, du début de la période moderne, des costumes à la Ringrave où on va avoir ces espèces de surmanches, qui flottent, autour du corps et puis, bah, les mousquetaires. Mais les mousquetaires, pas, sous leur forme vraie puisque les mousquetaires, du roi, qui, ont existé, hein, c'était un corps, de un corps armé, qui a porté, ce fameux tabard, bleu avec la croix, argentée, mais ils n'ont jamais eu, sur les côtés, comme vous le voyez, ici, sur un costume, de film, sur, la droite de l'écran, et bien, ces espèces de surmanches, flottantes. Non, en fait, ils portaient une cape, mais ça a été interprété, de cette manière, certainement sur, la base d'autres cultures, également, hein. On est, là aussi dans des fortes, inspirations, qu'on peut retrouver dans Game of Thrones, des inspirations, venues de l'Est. Ici, on a, des tenues, des Balkans, des dolmans, en brocart et vous voyez, Stanislav Anthony, sur le tableau à droite de l'écran, qui va faire cette silhouette qu'on va pouvoir retrouver dans, la mode de Westeros. Donc on est, là aussi, hein, sur la période moderne puisqu'on est, 17e, 18e siècle et plus du tout, sur la période médiévale.
Quid des hommes du Nord? Parce qu'on parle de la cour de Westeros, mais on sait qu'au Nord, ils ne sont pas du tout, habillés pareil et là, on pourrait dire: «Ah non, mais ceux-là quand même, ils sont, c'est du médiéval, non?» Eh bien non, parce qu'en fait, les hommes du Nord alors, j'ai mis «hommes» entre guillemets parce que comme vous le voyez, il y a Sansa qui s'est, glissée, dans un coin de l'image et c'est quand même volontaire parce que, pas Sansa, Arya, pardon, excusez-moi. Arya, elle, dédaigne les vêtements, féminins, c'est, finalement, un guerrier, en quelque sorte, parce qu'elle va adopter, à la fois, le mode de vie, mais aussi l'apparence de ses frères en quelque sorte. On voit Robb au milieu de l'écran et vous voyez que aussi bien Arya que Robb portent un pourpoint en cuir qui en fait est directement inspiré du dessus de pourpoint que je vous ai mis à gauche de l'écran, conservé à Londres. Vous voyez à quel point en fait les petites basques, donc le bas hein, de, de ce dessus de pourpoint en dessous de la ligne de taille, et puis les petites épaulettes et le col montant, on retrouve clairement l'inspiration moderne, hein, puisqu'on est à la fin du XVIe siècle, dans la silhouette des hommes du Nord. C'est également très présent sur un autre personnage, beaucoup moins sympathique, enfin, à part pour ceux qui aiment les très très méchants, on va dire. Hem, le personnage de Ramsay porte lui aussi un dessus de pourpoint en cuir qui, quand on regarde la coupe, ressemble en tout point à celui qui est également conservé à Londres, que j'ai mis au milieu. Et sur la photo qui est à gauche, vous voyez les petites décorations dans le dessus de pourpoint en cuir, des petites incisions qui renvoient directement au modèle historique de la page précédente. Donc on voit à quel point la période moderne en fait est très présente. Et puis bien sûr, on ne peut pas, oublier l'influence contemporaine parce que, quand on fait, un design, vestimentaire pour un univers, de fiction, voire même et ça on pourrait, faire une autre conférence là-dessus, dans un univers historique, mais au moins dans un univers de fiction, on peut se laisser, inspirer par, sa propre époque et ses propres pratiques vestimentaires. Et donc on retrouve une influence contemporaine, par exemple en termes de chaussures et en termes de coiffure. Donc, en ce qui concerne, les chaussures, par exemple, vous voyez ici, Cersei qui, va, sur une scène, pour un tournage. Elle retrouve sa robe et on ne voit, quasiment jamais les chaussures, qu'elle porte, mais ici, c'est l'occasion, sur ce cliché volé, de voir qu'elle porte une petite bottine avec un talon presque bobine. Je dis presque parce que c'est pas vraiment, la coupe et du coup ça en fait une bottine moderne et ils ont, eu la bonne idée de ne pas mettre de fermeture à zip sur l'intérieur de la botte comme on aurait sur une bottine moderne, mais ils ont quand même mis cette fermeture, ici, avec un petit laçage. Donc une très bonne idée parce que ça ne pollue pas visuellement avec, une zippette, qui serait quand même du plus mauvais effet. Mais on a, quand même un système de fermeture sur l'intérieur de la chaussure qu'on n'aurait pas, forcément, sur, des chaussures historiques, qui, fermeraient, de manière, justement esthétique sur l'extérieur. Et les petites, bottines, 19e siècle d'ailleurs ont, des petites rangées de boutons ou des petits crochets qui sont sur l'extérieur parce que ça joue, dans l'esthétique. Donc là, on retrouve directement une influence, contemporaine sur ces chaussures. Influence contemporaine également sur, les chaussures que porte, Yara Greyjoy, comme vous le voyez, des grandes bottes, allez, comment? De pirate, pourrait-on dire, puisque, elle, elle vit sur, ses bateaux, Yara et ça fait appel, à l'esthétique et à la silhouette, de Pirates des Caraïbes. Et pourquoi? Mais pourquoi nous mettons des bottes sur des bateaux? Ça n'a jamais été sur un bateau, des bottes comme ça. C'est fait pour aller à cheval et les pirates n'ont certainement jamais porté de telles bottes et surtout pas avec des talons comme, on peut, voir qu'elle en a. Mais c'est devenu en fait, un espèce de cliché, dans l'imaginaire d'habiller les pirates avec, des, grandes bottes de cavalier et
En ça, heu, le personnage de Yara, dans sa silhouette, rappelle tout à fait, ce type de personnage, à l'écran. Et puis, j'ai dit tête nue parce que, je ne sais pas si vous avez noté, mais, il y a personne, bon à part, quelques septas et une Oléna Tyrell, par-ci par-là, qui porte un couvre-chef. On est d'accord? Même dans le nord où, ça gèle, ça neige, tout ce qu'on veut, il y a personne qui va mettre un chaperon, un chapeau, un bonnet, non. Et c'est très intéressant parce que, c'est d'une part, humainement pas logique, parce que quand il fait froid, on va avoir tendance à se couvrir et c'est surtout pas, socialement très correct parce que, si on met en scène une société passée et bien, il faut garder, à l'idée que, les gens, jusque, la deuxième moitié, du 20e siècle, oui, se couvraient la tête pour sortir. Donc si on veut être décent, on va se couvrir la tête et là, bah, c'est pas du tout le cas et il suffit de regarder en fait, la miniature d'un tournoi avec, la photo, d'une des joutes, qui, a lieu dans Game of Thrones et on peut voir, directement, à quel point c'est différent, quoi. Alors du coup, pourquoi tous ces choix et comment se construit cette silhouette, si importante, dans, l'univers de Game of Thrones? Puisque en fait, comme je le disais, on peut opposer le corps nature et la silhouette culture. En fait, il y a on quand on pense, au corps humain, et quand on se présente ou quand on se regarde, on a à la fois un corps naturel, donc si on se regarde dans un miroir, on a des formes masculines ou féminines et ces formes, eh bien, c'est de la chair, c'est des os et ça donne des courbes qui, sont, bah, ce qu'on a hérité de Dame Nature. Et d'un autre côté, quand on va s'habiller et quand on va sortir pour rencontrer, le monde, eh bien, on va se construire une silhouette qui, là, est culturelle dans le sens où c'est le produit de la culture dans laquelle on évolue. Alors, si on regarde un petit panorama, rapide, des silhouettes occidentales, alors j'ai mis juste du 18e au 21e siècle, pardon, parce que sinon, hein, ça débordait, sur les écrans. Mais on se rend compte à quel point, l'homo sapiens est le même depuis, son apparition, mais que, selon les siècles, eh bien, on passera, d'épaules larges, taille serrée, jupons amples, silhouette longiligne et cetera. Pourquoi alors, alors que le corps humain, ne change pas, pourquoi on a, finalement une silhouette qui, évolue, autant que ça? Et bah, c'est simple en fait, déjà, pourquoi on transforme, notre silhouette? Pourquoi finalement, on ne garde pas cette silhouette, naturelle? Et oui, dans les années 70, c'était spécial, hein, la mode, mais il y a pas que dans les années 70 du 20e. Hem, En fait, depuis, l'origine, on peut dire que l'homme a cherché à modifier son apparence physique, et que, ça a été, très bien, théorisé, dans, la religion chrétienne. Le vêtement, c'est l'œuvre de Dieu et c'est fait pour différencier l'homme de l'animal. Parce que, bah, voilà, l'homme nu finalement n'est qu'un animal et c'est de ça dont l'homme va chercher à, s'éloigner le plus possible et à montrer à quel point il est civilisé. Et en fait, je disais au début, que, le vêtement et bien, c'est une communication, c'est un outil de communication pour s'adresser aux autres et c'est très intéressant parce qu'en fait, on dit que la bête est muette et en même temps elle est nue et du coup, cette nudité et ce mutisme, s'opposent très, très bien au fait que l'homme et bien, se vêt, s'éloigne de l'animal et acquiert un moyen de communication, de plus au travers, du vêtement. Alors si on regarde du coup un petit panorama, visuel, rapide de quelques univers, heu glanés dans Game of Thrones, on voit à quel on a des cultures, hein, je parlais de culture vestimentaire, donc on a des cultures vestimentaires qui se dessinent et qui vont transmettre en fait un discours particulier à, ceux, qui vont les rencontrer et à mon sens, c'est très, très, réussi, dans, cette série.
Parce que, eh bien, par exemple, si on commence, par les sauvageons, on va aller, on va dire du plus sauvage, au plus civilisé, si, on peut dire. Donc, Erasme, a écrit au XVIe siècle que l'habit fait l'homme, dans le sens où, en fait, il écrit aussi, «Le vêtement est le corps du corps». En fait, c'est le vêtement qui construit, l'être. L'homme finalement, il n'est que peu de choses et c'est son habit qui va, le définir aux yeux des autres. On reviendra là-dessus. On voit du coup que si l'habit fait l'homme, en fait, eh bien, le sauvageon, c'est un animal des neiges, si on peut dire. Parce que, il est vêtu de peau de bête, il est vêtu, de cuir, il n'a pas une silhouette construite et bien définie. Son but, c'est, d'évoluer dans des terres, hostiles et froides et de s'équiper pour ça. Et du coup, on a, vraiment, ce côté, brut et pas du tout, policé, on va dire, chez le sauvageon et les sauvageonnes, hein, et on a vraiment, ce départ, d'une civilisation qu'on va percevoir comme, brutale et rustique, si on les, voit au premier coup d'œil. Et si, le sauvageon est un animal des neiges, on peut dire que, le dothraki est un animal des sables, en fait. Lui, c'est plutôt l'animal du désert, mais si on a moins de fourrure, on en a quand même. On a aussi, du cuir, on a, des textiles bruts, des coupes brutes et surtout on montre beaucoup de peau. On affiche, hein, et on voit, le cavalier dothraki, qui montre son torse, ses muscles. On a quelque chose d'animal, de très, viril, hein, pour le coup, qui en ressort et là aussi, on n'a pas de silhouette très construite. On est dans une société qu'on va, juger, primitive quand on va la découvrir. Alors, si on se déplace un petit peu, du côté de Dorne et puis, des Sausses, hein, on voit clairement qu'on est en Orient pour faire, un espèce de grand mishmash, culturel et que cet Orient eh bien, on va le situer justement entre nature et culture. Parce qu'on va encore montrer un peu, de peau, mais on va commencer à structurer les vêtements et puis on va, du coup, y coller des notions, vous savez, ces notions orientalistes, du 19e siècle où on va, laisser entrevoir, un côté, sensuel, un côté, lascif, dans les costumes et tout ça, bah, voilà, c'est pas encore, quelque chose de très, civilisé dans ce qu'on va, dessiner comme impression, mentale et c'est ce que nous laissent, ressentir finalement, les costumes, designés pour, ces cultures-là. Et puis bien sûr, eh bien, si, l'habit fait l'homme, on a, le point culminant de la civilisation, qui est, à la cour, à Westeros et on voit clairement quand on regarde, la famille, Lannister, là pour les 3 personnages que j'ai choisis, à quel point en fait la silhouette est, construite, le corps est couvert, et les textiles sont choisis de manière à transmettre un message et à affirmer en fait, bah, son état de civilité et du coup son pouvoir, au sommet, des «classes sociales» entre guillemets. Alors tout ça, ça nous vient, pas, de rien. Si on perçoit les choses comme ça et si du coup on peut utiliser ces notions pour définir, des personnages dans une fiction et les rendre crédibles, c'est parce que, dans notre société, plus on est civilisé, plus le corps est construit et ça nous vient en fait, de la naissance, des livres de civilité du XVIe siècle et de l'apparition, d'un personnage, social très important qui est le courtisan. Donc je l'ai dit, le vêtement est le corps du corps et en fait, un courtisan va en reconnaître un autre rien qu'à son vêtement et pour cela, en fait, le vêtement doit se poser de manière parfaite sur le corps, sans un faux pli et rien qu'en s'entrevoyant, les gens vont se reconnaître comme faisant partie de la même culture et de la même, classe sociale.
Alors du coup, si on prend quelques, personnages, féminins parce que, j'étudie, souvent, la mode féminine, dans mon milieu académique donc voilà, je joue avec, au travers de la fiction aussi. Si on prend Sansa, qui passe du nord au nord en passant par, de nombreuses aventures, pas toujours, très heureuses, on voit à quel point, en fait, dans son arc narratif, le personnage se construit et à quel point, en fait, les vêtements qu'on lui fait porter, donc que son personnage choisit de porter, hein, si on se met, dans la fiction, eh bien construit, en fait, son arc narratif également. Elle passe d'une jeune fille ingénue, donc sur la gauche de l'écran, hein, on peut le lire, de gauche à droite, avec une robe, plutôt, ample, même si c'est pas très ample, mais plutôt ample. On voit la deuxième image, que son ventre n'est pas tenu par un corset ou quoi que ce soit et puis, petit à petit, elle va, en fait, adopter, la mode, de la cour. Elle va, aussi, s'affirmer et on voit à quel point, au fur et à mesure, son vêtement va se structurer jusqu'à la fin où elle en viendra à avoir, un vêtement hyper construit. Elle, porte, de toute façon un corset, à chaque fois en dessous. Elle portera, des corsets, métalliques en guise d'armure et tout ça montre, au travers de ses vêtements, à quel point elle prend du pouvoir, moral, parce qu'elle va s'affirmer de plus en plus, fort heureusement pour elle et du pouvoir social puisqu'elle finit, couronnée, à la fin. On peut, observer également Cersei, hein, qui passe, de consorte, à souveraine et qui passe, d'un style donc, comme je vous le disais, de un style médiévalisant, avec ses longs cheveux, ondulés, ses robes fluides et cetera et qui, au fur et à mesure de l'histoire, en fait, va, petit à petit, se couvrir de plus en plus, se construire de plus en plus. Elle va être de plus en plus serrée et tenue, dans ses robes jusqu'à la fin, elle aussi, arborer des pièces d'armure, arborer un corps qui, va, montrer à la fois le pouvoir et l'idée, de se protéger et s'imposer, c'est, ce qui transparaît, dans ces tenues. Et puis, bah, oui, Daenerys, hein, qui passe, d'Essos à Westeros, à la conquête du trône et qui commence avec, une petite robe légère, qui la dissimule, à peine, pour, finir, avec, une tenue, d'un noir, matement, construit. On voit, hein, cette silhouette en V, on sent le corset en dessous, tout est piqué et tout est tenu. Il y a, là aussi, chez elle, cette affirmation de soi et de son rôle, social très, très fort au travers de ses tenues et je disais qu'en fait, c'est pas, heu, le corps n'existe pas, sans son vêtement et en fait, c'est pas seulement le vêtement, hein, mais chez les courtisans, on a aussi, et c'est très bien montré dans la série, la course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, savoir monter à cheval et aussi manier les armes. Tout ça crée une bienséance extérieure et de l'entre-gens et c'est ce mot, de montagne est très intéressant parce que c'est ça que je disais quand je disais qu'on se reconnaissait, on se reconnaît en entre-gens de même, culture et j'aime beaucoup, cette dernière phrase: «Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse» et là, c'est très intéressant puisqu'on parle vraiment de dresser le corps, mais c'est un homme, donc un être humain. La construction corporelle, j'ai parlé, plusieurs fois, de corset et j'y reviendrai. La construction de la silhouette, en fait, c'est ça qui crée, la personne et on n'est pas du tout dans, l'idée, de contrainte, imposée, mais c'est une contrainte assumée qui va permettre de construire un corps et du coup de construire une morale. Et du coup, ça m'amène forcément à vous parler, du corset, hein, comme j'ai dit, mon meilleur ennemi. Parce que, en termes de dresser un corps pour dresser une âme, bah, quoi de mieux, que le corset, hein, on a,
on a la mode et en fait, on va se contraindre pour, donner, cet effet de civilisation. On va créer une discipline corporelle, hein, on est, avec la danse, l'escrime, l'équitation et cetera. C'est une discipline corporelle qu'on va, s'imposer, mais, s'imposer à soi pour, pouvoir montrer, eh bien, un corps idéal comme on entend, le montrer et d'ailleurs, si on parle de corset pour, les époques, passées, aujourd'hui, nous on parle plutôt, d'un espèce de corset mental puisque, on pourrait, en discuter mais, a-t-on vraiment, quitté, l'idée d'un corsetage, heu, alors qu'on dit qu'on s'est libéré mais, il y aurait beaucoup à dire de ce côté-là. Alors effectivement, quoi de plus contraignant en matière, de mode et de vêtements que, le corset? Alors en fait, le corset, c'est une histoire complexe parce que, si on réfléchit aujourd'hui et qu'on demande aux gens, d'où vient le corset, on va dire: «Ah ça a été imposé aux femmes, pour, leur, faire la taille plus fine, pour, les maintenir, sages, «dans un coin» entre guillemets». Mais non, en fait, les premiers à se corseter, en fait, c'est vous messieurs. Vous avez été les premiers à vous, serrer la taille et à vous modeler, la silhouette pour des raisons simples, liées au port de l'armure, en fait. Pour pouvoir endosser l'armure, préparer le corps et ne pas, être blessé à la fois par le métal et ensuite avoir la bonne forme pour, boucler l'armure sur soi, eh bien, on a créé les pourpoints. Je vous en montrerai un, plus tard, dans, les slides. Mais, c'est vous, hein, qui nous avez inventé ça. Alors je ne sais pas si on doit, vous remercier, ou vous tirer les oreilles, mais en tout cas, nous, on vous a, emboîté le pas. Les femmes, ont, suivi, les hommes dans cette mode, mais comme finalement, on a beaucoup fait, hein, on vous a suivi, jusque, pour, avoir le droit de porter des pantalons, donc voilà. Ça ne date pas d'hier et ça continuera certainement aujourd'hui. Mais en fait, le corset, si on l'a adopté, c'est pas pour, se contraindre ou se réduire la taille, même si, ça, tout le monde, en rêve toujours, mais parce que en fait, ça donne cette impression de, moralité et de bonne santé, d'être en bon point, hein. L'embonpoint, qui aujourd'hui, caractérise, plutôt le fait, d'être, rond, tout en rondeur, eh bien non, l'embonpoint, c'est être en bon point, en bonne santé et avoir une silhouette tenue, une silhouette construite par des vêtements qui vont être plus ou moins armés, rembourrés, balénés selon les siècles, eh bien, c'est ça qui va apporter une rectitude physique et qui va donner l'image d'une rectitude morale et d'une bonne civilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à un gamin qui, est avachi? On lui dit: «Mais tiens-toi bien» et en fait, on lui demande d'avoir de la tenue, on lui demande d'avoir la bonne tenue et tout ça nous renvoie toujours aux vêtements. Alors, dans Game of Thrones, les personnages féminins sont forcément, ceux qui sont liés à la question de la civilité, et du pouvoir social, en portant un corset. Elles ont toutes un corset sous leurs vêtements et c'est rigolo parce que normalement le corset, en fait, il est apparu dans l'histoire à un moment où, la mode, en fait, à, séparer, le haut du corps des robes et le bas pour donner cette impression, de sablier en fait avec, un cône pointe en bas pour le buste et un cône bas en bas pour, la partie, juponnée. Alors que, dans Game of Thrones, on est plutôt dans une tenue, médiévalisante sans césure à la taille. Et comme dans la vraie vie, en fait, dans Game of Thrones, le corps est toujours construit par une sous-structure qui sert d'architecture et sur laquelle on va poser le vêtement pour avoir une silhouette parfaite. Et par exemple, quand on regarde, la tenue de Daenerys, qui a l'air d'une tenue plutôt, légère, plutôt, soyeuse, décontractée et cetera, et bien quand on la regarde de près, je ne sais pas si ça se voit sur ces photos, mais vous pouvez me faire confiance quand on les voit pour de vrai, c'est piqué de partout. Il n'y a pas forcément, de baleines, partout, mais il y a au moins des piqûres qui vont rigidifier en fait, le tour de taille, faire un plastronnage et qui vont permettre d'avoir cette allure posée, parfois savamment, négligée, mais toujours contrôlée.
Et c'est bien là, la notion de pouvoir qu'il y a derrière, en fait, cette construction vestimentaire. Et il y a une scène, moi, que j'adore, hein, dans la série, c'est, une scène où Sansa, court pour échapper, à des assaillants et en fait, en courant, sa robe, se soulève et on voit, en fait, c'est comment est structurée, sa tenue. On voit qu'elle a un manteau de robe, on voit qu'elle a un jupon, qu'elle a des bas, des chaussures et on voit surtout qu'elle a un corset ou plutôt un corps à baleine, puisqu'en fait, quand on regarde la coupe avec les queues d'écrevisse, donc c'est les petites pattes qui s'écartent en bas du corset, ça s'appelle des queues d'écrevisse. On voit les lignes de baleine qui se dessinent, on voit l'épaisseur également du corps à baleine qu'elle porte, et c'est clairement un corps à baleine 18e qui a été reproduit pour Sansa. Et on voit que même, en fait, sous, des silhouettes, fluides comme, au début de son arrivée à la cour où, elle tente, d'adopter, les tenues de Westeros, mais où elle est encore un peu gauche, dans, sa manière de se vêtir, eh bien, on voit que, quand on la dénude pour, la fouetter, elle porte, aussi, son corset sous ses vêtements. Alors, le corset, en fait, au XVIIIe siècle, il y a un auteur qui s'appelle, Garceau qui, écrit «L'art du tailleur» et du coup, l'art du tailleur de corps. Moi, j'aime beaucoup l'idée de tailler les corps parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, un corset, on appelle ça un corps à baleine et cette idée d'un corps sur un corps, c'est, hyper intéressant. On pourrait philosopher là-dessus, un petit peu, ce serait sympa. Mais Garceau surtout a dit en fait que le corps à baleine c'était une cuirasse civile, donc ça vous laisse un petit peu déduire de ce à quoi ça ressemble. Et parfois il se fait aussi guerrier finalement dans Game of Thrones, puisqu'on peut voir donc Cersei qui s'arme en fait pour par exemple la bataille de la Nera ou à d'autres moments encore avec une espèce de plastron ou pièces d'armure qui ne sont pas sans rappeler les corsets métalliques de la période moderne, des corsets sur lesquels il y a des débats pour essayer de savoir si c'est orthopédique, esthétique, du costume, etc. Donc c'est vraiment un objet par contre de fascination, hein, autant que les ceintures de chasteté. Pourquoi a-t-on créé ces objets qui ressemblent à des objets de torture pour beaucoup? C'est pas ce que je pense, hein, mais généralement les gens sont plutôt choqués. Et en fait, on se rend compte que ça évoque également les pièces d'armure dont on revêt Minerve ou Diane hein, dans les tableaux de l'époque où on va avoir des femmes en armes qui vont se présenter avec des espèces de plastrons d'armure, comme on le voit sur le tableau de Christine de Suède que je vous ai montré. Et en fait, c'est à la fois une cuirasse, protectrice, mais c'est aussi un symbole, de puissance, hein. On est, vraiment dans, la construction d'un corps social puisque, Cersei va expliquer, donc, lors de la bataille de la Nera à Sansa, qu'elle a, endossé l'armure et on sent, bien à quel point, elle est quand même angoissée à ce moment-là, et d'ailleurs elle va descendre quelques verres de vin comme, à de nombreuses fois dans la série, pour dire qu'elle a peur pour elle et pour sa famille, donc elle s'arme pour se protéger et protéger les siens. Mais quand ensuite Tywin vient faire allégeance à Geoffrey et prend le rôle de main du roi à cheval dans la grande salle, après la victoire, eh bien, elle est certes sur le côté du trône, hein, c'est pas elle qui est victorieuse, mais elle a gardé cette cuirasse pour s'imposer, elle aussi, comme victorieuse et comme ayant part à cette glorification sociale de la famille. Et puis, petite boîte historique, ça m'a beaucoup amusée. En fait, je vous ai dit que le corset était né chez les messieurs. Puis ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, on a l'image de quelque chose d'exclusivement masculin, même si au cours des siècles, les hommes ont corseté, on a eu tendance à l'oublier. Et je suis restée un petit peu interdite devant la cuirasse d'entraînement des gardes de Château-Noir. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Et puis, de bizarre en bizarre, un jour, ça a fait tilt et je me suis dit, mais en fait,
c'est un corps à baleine. C'est un corps à baleine 18e dont, la silhouette a été, retravaillée pour faire une cuirasse masculine et je dis que c'est une petite pirouette puisque, finalement, au travers de cette fiction, le corset retrouve, le chemin, du vestiaire masculin, qu'on pensait, finalement, qu'il avait perdu, à tort, en fait et si on regarde, hein, le la coupe, de cette cuirasse, masculine, une cuirasse en plus, guerrière, donc c'est très intéressant, hein, par rapport à l'origine, du corsetage. On voit à quel point, on a le plastronnage en V devant, à quel point on a des espèces de baleines, pris entre 2 couches de cuir ou de toile cirée, probablement. On a les queues d'écrevisse, hein, aussi, dont je vous parlais, un système des bretelles et vous voyez, je vous ai mis en prime donc le pourpoint de Charles de Blois et une miniature, donc le pourpoint de Charles de Blois fin 14e et une miniature fin 15e, où on voit des messieurs et vous voyez à quel point en fait, ils ont la taille fine et le torse bombé et c'est bien là, finalement, le rôle de corsetage, martial, voire militaire que, le pourpoint, remplissait et qu'on retrouve du coup au travers, de la cuirasse, d'entraînement des gardes de Château-Noir. Alors, du coup, si, les gardes de Château-Noir s'entraînent avec un corps à baleine, on peut se dire que, finalement, le corset qu'on voit comme une contrainte, c'est peut-être pas finalement, autant une contrainte que ça. Et ça nous renvoie aussi au fait que, comme je l'ai dit, l'ensemble des personnages, féminins, de pouvoir, en fait, portent un corset sous, leurs vêtements. Et à ce que je sache, par exemple, Daenerys, est loin, d'être une femme contrainte, si on suit, son arc narratif, bien au contraire. En outre, elle porte, des pantalons et des bottes, et elle montre ainsi à quel point elle se garde libre de mouvement. Et ces pantalons et ces bottes d'ailleurs ne sont pas un hasard parce que quand les femmes à la fin du 19e siècle ont voulu une certaine libération, d'action entre guillemets, c'est pas le corset qu'elles ont demandé à ce qu'on leur permette d'abandonner, mais c'est la jupe. Parce que, le corset n'est pas une contrainte, pardon, mais la jupe, oui, parce qu'elle emprisonne les jambes et on le voit avec cette, dame, et son vélo. En fait, le fait d'accéder, au droit de porter le pantalon ou la jupe culotte, au départ et bien, c'est ça qui va permettre de faire, de la femme un être de permanence et de tradition à cause de la jupe, eh bien, de lui donner une liberté de mouvement et de dynamique que l'homme avait parce que justement il était libre de ses jambes. Et le corset, eh bien, c'est une relation d'amour-haine et en ça, c'est clair, il nous fascine, il nous repousse et j'ai beaucoup aimé, en fait, la réaction de l'actrice de Sansa, Sophie Turner, qui évoquait, en fait, les difficultés qu'elle avait eues avec, le bashing subi, sur les réseaux sociaux à cause de ses problèmes de poids et ses soucis à l'adolescence et en fait, elle explique qu'elle demandait sans cesse qu'on resserre son corset sur le tournage pour, paraître plus fine et en même temps, ça lui servait d'armure parce qu'en faisant ça, elle avait l'impression d'avoir, la main mise, d'avoir un pouvoir, sur, ce qu'on disait d'elle et d'avoir un pouvoir sur son apparence. Donc au-delà de se contraindre en faisant resserrer le corset, eh bien, elle reprenait la main, en fait, sur, ce qu'elle, renvoyait d'elle et d'ailleurs, c'est, le corset qu'elle a, voulu emmener à la fin, du tournage. C'est l'objet qu'elle a gardé finalement de toute son aventure. Donc du coup, en conclusion, rapidement, on voit que les costumes sont un élément important dans la série, que ça permet de caractériser chaque personnage, ses goûts personnels, sa place dans la société, son parcours et cetera. Du coup, c'est aussi important pour des personnages de fiction que, dans la «vraie vie» entre guillemets et qu'en fait vêtir un prince ou vêtir, quelqu'un et bien, ça revient à le construire, hein. J'ai lu, d'ailleurs que, des gens avaient retenu le mot sculpter un personnage en lui mettant un costume dans Game of Thrones et je trouve que l'expression est très intéressante et que du coup bah, ça permet quand on sculpte un personnage de lui permettre donc ça lui permet de déplacer de dépasser le corps naturel et de créer un corps social qui va participer du coup à la construction de l'intrigue.
Et pour finir, je montre, cette petite image qui est un clin d'œil aux cosplayers. Les cosplayers, adorent faire des costumes et les costumes de Game of Thrones font partie, de leur choix bien souvent. En fait, Michel Clapton ne s'attendait pas du tout à ça. Au début, les, costumes des personnages qui mouraient eh bien, étaient démontés, reteintés, réutilisés et puis au bout d'un moment, ils ont vu que les costumes avaient un succès fou. Ils se sont mis à les garder, à les conserver, à les archiver et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut les admirer dans des expositions. Mais ça prouve en fait que l'intérêt, des du public pour Game of Thrones, bah, dépasse un petit peu, l'image qu'on a voulu, coller à la série, sur, l'attraction due à la violence, et des tensions sexuelles et cetera. Mais que les costumes en fait font partie intégrante de l'histoire